Bonsoir à tous, bienvenue pour cette conférence, ce webinaire sur les outils digitaux et prévisibilité du traitement implanto-prothétique. On va attaquer tout de suite le sujet d'entrée. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, Bruno Noiret, je suis dentiste à Lyon avec mon exercice libéral et je suis également maître de conférence à l'Université de Lyon 1. J'ai cette double appartenance qui devient de plus en plus rare entre l'hospitalo-universitaire et le monde libéral. Donc aujourd'hui, on va parler de, comme je vous disais, de digital et d'implantologie, qui est finalement mon topic entre guillemets principal qui, pour moi, a un intérêt. Ces outils digitaux-là ont un intérêt parce que ça nous permet d'être prévisibles dans le traitement implanto-prothétique de nos patients et ce qui est finalement le challenge et le game qu'on souhaite avoir tous les jours. Si on est logique en fait dans nos traitements implantaires, on essaie finalement de percevoir en fait la fin du traitement avant même qu'on ait anticipé les choses. Et l'idée, c'est d'avoir une perspective très franche sur la situation finale. Et en implantologie, c'est des fois un petit peu compliqué parce qu'on a la cicatrisation osseuse, la cicatrisation gingivale. Et quand je fais extraction et implantation, où est-ce que je vais mettre la dent, où est-ce que je dois mettre la dent, et tous ces éléments, quel type de dent je vais choisir. Et aujourd'hui, effectivement, on a quand même des outils qui nous permettent de nous aider pour ça. Et c'est vrai que les objectifs du traitement implantaire, en fait, sont relativement simples. Ici, vous voyez une situation clinique avec 5 facettes et 5 implants qui sont plutôt bien intégrés entre guillemets et qui nous permettent effectivement d'espérer un bon résultat dans le temps. 5 implants, 5 facettes parce que finalement on a tenté de respecter le côté implant dirigé par la prothèse, parce que c'est quand même l'objectif, et qu'en même temps on a pensé aussi biologie et puis on a pensé esthétique. Alors biologie à cicatrisation initiale par la cicatrisation osseuse, et puis la cicatrisation à long terme avec toujours l'os, mais aussi probablement la muco-intégration, qui est quelque chose qui est de plus en plus important et qu'on touche du doigt de façon de plus en plus précise actuellement. Et puis, il y a la partie esthétique qui, évidemment, est quelque chose de très important. La partie esthétique qui est important également parce que ça rejoint en fait ce qu'on peut avoir avec nos patients, puisque c'est eux qui décident si ce qu'on fait finalement est esthétique ou pas. Et donc, l'objectif est d'avoir des outils plus ou moins digitaux qui vont nous aider pour la partie finalité prothétique, biologique et esthétique de nos traitements implanto-prothétiques, et c'est ce qu'on va voir au long de cette présentation. On a donc une patiente qui se présente en consultation, comme vous pouvez voir ici, avec un sourire un peu intermédiaire, entre guillemets, du point de vue visuel, et elle souhaite une amélioration, mais aussi parce qu'elle a une grande mobilité parodontale de ses dents, et elle souhaite, entre guillemets, faire mieux et avoir quelque chose de plus cohérent. Donc on voit quelques récessions et quelques limites prothétiques. Ça, c'est vraiment le schéma de base que je vous donne. Et vous allez voir qu'en fait, on a une certaine réflexion qui est liée à l'environnement digital. Donc, on a quelque chose ici qui décrit un terrain parodontal. Alors, on n'a pas l'impression tant que ça. On voit bien qu'il y a des zones où il y a peu de tissu, où il y a plaquettard. Et quand on regarde en fait la radio panoramique, on a une patiente qui, lorsqu'elle nous raconte son historique, qui a eu 2 interventions orthognatiques, bimaxillaires, en fait une récidive, parce que échec, et avec une vieille technique de chirurgie maxillofaciale d'il y a 15-20 ans, avec des trous au niveau de la mandibule qui nous inquiètent un petit peu sur le traitement implantoprothétique. Et finalement, les dents antérieures mandibulaires tiennent exclusivement ou presque exclusivement sur le fait de la contention, qui est effectivement un peu salvatrice dans cette situation-là. Et on va avoir finalement cette situation clinique à traiter, et puis la zone maxillaire qui n'est pas forcément mieux non plus, et qui du coup amène beaucoup de mobilité, beaucoup de questions sur comment on doit traiter cette patiente-là. Et en fait, une de nos perspectives est de fonctionner en 3 temps. Et je pense que ces 3 temps sont vraiment importants, et que ce soit du domaine de l'implantologie ou de domaine de l'esthétique prothèse, de l'esthétique conservatrice, ou peu importe, mais pour moi, il y a vraiment 3 temps
aujourd'hui à observer. Et le premier temps constitue la collection des données. Collection des données de mon patient, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, et c'est ce qu'on a appelé le clone digital, qui, avec ses différents fichiers, que ce soit DICOM, STL ou JPEG, nous permettent de reconstituer virtuellement nos patients grâce aux outils que l'on peut avoir au sein du cabinet actuellement. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement important parce que cette numérisation de nos cabinets nous permet du coup d'avoir quelque chose d'intéressant en termes de diagnostic et de prise de décision concernant nos patients. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on a tous les éléments pour avoir ce clone digital-là. Et quand j'entends, quand je prononce la notion de clone digital, en fait, c'est bien restituer l'intégralité de son patient hors de sa présence pour pouvoir finalement amorcer et même finaliser un diagnostic. Et donc, on regarde ça, un plan de traitement, et donc, sur l'aspect économique, on va dire un devis. Mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser plus, l'aspect économique, c'est bien conceptualiser les choses avec les outils qu'on peut avoir en termes de 3D, que ce soit le CBCT, que ce soit la caméra optique ou les scans de laboratoire, ou la partie photo, qui aujourd'hui pour nous est quelque chose de rigoureusement indispensable parce que ça nous permet de prévisualiser nos patients, et l'ensemble de ces informations-là est particulièrement importante parce que ça nous permet, comme je vous le disais, de reconstituer le patient sous toutes ses facettes, et ça c'est important parce que souvent en implantologie, quand je reçois des mails pour une demande d'avis de qu'est-ce que tu ferais sur ce patient-là, et ben, on m'envoie que le CBCT. Sauf que le CBCT, bah, c'est réducteur, c'est réduire notre patient finalement à une somme d'os et de dents, et le patient n'est pas que de l'os et des dents, et on a besoin d'intégrer d'autres informations pour que ça puisse fonctionner. Ces autres informations sont donnés par les fichiers STL et les fichiers JPEG et MPEG qui sont importants. Donc les fichiers DICOM que vous connaissez, qui sont issus du CBCT, donc qui nous donnent les tissus durs, tissus osseux et tissus dentaires. Et bon, alors après, aujourd'hui, on n'est plus là, entre guillemets, pour palabrer entre CBCT ou CT scan, ça a peu d'intérêt. Mais on va associer à ces DICOM des fichiers STL qui sont particulièrement importants et intéressants parce qu'ils vont nous amener la dimension dentaire, mais aussi la dimension muqueuse. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ce matching-là d'informations entre les deux est particulièrement pertinent. Deux façons d'obtenir les fichiers STL, soit les scanners de laboratoire, comme vous pouvez voir à gauche, soit la caméra optique. Alors aujourd'hui, on a tendance à me répondre caméra optique parce que c'est la tendance du digital, mais il faut quand même savoir que depuis, je fais de l'implantologie depuis 15 ans, on a fait des fichiers STL bien avant l'arrivée des caméras, et qu'on passait par des scanners de laboratoire, et on passe encore par des scanners de laboratoire aujourd'hui parce que dans certaines situations, on n'a pas le choix. Donc, c'est bien la mixité de ces outils-là qui nous amène la partie STL, et ça, c'est particulièrement important. En combinaison, eh ben, on a besoin de choses réelles, c'est-à-dire la partie JPEG et MPEG, et ça c'est vraiment important à intégrer puisque ça va donner quelque chose de réel. Alors on est équipé d'objectifs professionnels, ici le D7005 par exemple, mais vous avez des dispositifs que je vais appeler plus accessibles, et c'est pas péjoratif de dire ça, bien au contraire, de type Smile Light, et qui nous permet d'avoir une photographie avec le smartphone de forte qualité et qui nous permet donc d'avoir quelque chose d'intéressant. Le D7005 est aussi lié au fait à mon activité de conférencier et publication, mais si vous avez la Smile, vous pouvez faire des choses assez extraordinaires avec ces dispositifs-là. Ce qui fait que notre patiente, dans la collection des données, on lui a bien fait le DICOM, le fichier STL, et vous voyez qu'ici, pour ceux qui ont un petit peu l'œil digital, on va dire, on a le fichier STL qui est issu du scanner de laboratoire, puisqu'on reconnaît l'empreinte optique et la partie modèle en plâtre, et puis après la partie JPEG. Donc ça, c'est notre collection de données, et aujourd'hui, en plus, on a des outils qui nous permettent d'avoir cet ensemble de données-là dans des logiciels, et notamment en termes de sauvegarde, et ça, c'est particulièrement important, de réunir finalement nos STL, nos DICOM et nos photos en un seul et unique lieu, ce qui est plutôt intéressant parce que pour manipuler les fichiers DICOM et STL depuis un temps certain, eh ben, on avait toujours un peu de problème à avoir tout ça, et que là, on est réunis en un seul élément, et ça, c'est plutôt quand même intéressant, et on arrive à avoir quelque chose de plutôt
compacte, entre guillemets, en termes d'ergonomie. Et l'ergonomie dans nos cabinets, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important. Donc, pour arriver au diagnostic, en fait, il faut que j'ai absolument toutes les photos, que j'ai absolument toutes les radios, toute la 3D, tous les CL pour avoir quelque chose qui puisse nous permettre d'aboutir à un diagnostic. Alors, après, en fait, une fois que vous avez ça, le deuxième temps, c'est d'écrire la partition. Parce qu'en fait, c'est bien gentil d'arriver au diagnostic ici, de dire, OK, c'est traitement parodontal, terminal, les mobilités 3, les mobilités, etc. Qu'est-ce que je fais? C'est comment je dois écrire la partition. C'est-à-dire, bien sûr, je dois extraire les dents, d'accord, mais quel type de prothèse je vais utiliser et comment je vais écrire cette partition. Écrire la partition, c'est savoir où je dois mettre les dents en fonction des éléments biologiques, prothétiques et esthétiques qui sont les trois objectifs qu'on a vus en première diapo tout à l'heure. Donc, écrire une partition pour ce type de traitement-là, eh ben, ça démarre par des choses relativement simples, c'est-à-dire qu'on sait que quand on travaille dans un cadre de visage comme ça, on doit d'abord avoir les deux lignes de référence, le plan sagittal médian et la ligne pupillaire. Ces deux lignes de référence doivent être transmises au laboratoire pour que ça puisse fonctionner et avoir quelque chose qui soit orthogonal ou parallèle à ces deux lignes-là. C'est ce qui va être le garant de l'esthétique. Vous savez tous que si on a un plan bipupillaire qui n'est pas parallèle à la ligne incisive, alors c'est plutôt l'inverse, d'ailleurs le plan incisif qui n'est pas parallèle à la ligne bipupillaire, si vous avez une asymétrie, ben, ça va créer une distorsion qui crée un stress visuel et le patient va vous dire globalement que ce n'est pas joli ou que c'est moche. Donc du coup, on a des outils qui sont intéressants pour ça. On a le Ditramax qui est un dispositif de transfert des références maxillaires, donc à savoir le plan sagittal médian et la ligne bipupulaire, et qui fonctionne de façon assez simple, entre guillemets, une fois que vous êtes équipé, et qui vous permet de tracer, comme vous pouvez voir sur le socle ici, les deux lignes de référence sur lesquelles le prothésiste doit se baser pour faire son projet. Ces deux lignes de référence, il faut bien considérer que c'est le terrain de jeu finalement qui va être déterminé par rapport à ça. Ça nous trace le cadre. Donc c'est important d'avoir ces deux lignes-là. À partir de là, le prothésiste va commencer à pouvoir avoir certaines informations et à dispatcher les dents pour avoir la bonne information. Si vous n'êtes pas équipé d'Ultramax, vous pouvez tout à fait utiliser le OneBite de la société Bisico. OneBite qui a l'avantage d'être un élément à usage unique et qui est dédié à un patient et qui a, vous reconnaissez, le plan sagittal médian et la ligne pupillaire qui est directement connecté au modèle et qui permet du coup de transmettre à votre technicien de laboratoire cette information-là qui est le début du jeu puisque c'est les lignes de référence, donc c'est le terrain de jeu sur lequel le prothésiste va pouvoir jouer avec ça. Donc on a calé les deux lignes de référence, très bien. Maintenant, il s'agit de positionner les dents. Positionner les dents, c'est quoi? Eh ben, il faut savoir où les mettre. Est-ce que je dois remonter les dents? Est-ce que ce soit à droite, à gauche, devant, derrière, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et quand on fait extraction, implantation ou même prothèse complète immédiate, par exemple, chose peut-être qui apparaît plus simple, quoique, et ben, c'est quelle information je donne au prothésiste sur ma fiche laboratoire pour savoir ce qu'il en est. Et ben, on utilise le Digital Smile Design, qui est une méthodologie qu'on utilise avec Keynote ou PowerPoint en fonction si vous êtes équipé Mac ou PC et qui nous permet d'avoir ce type de fiche laboratoire-là. Très intéressant parce qu'en fait, on est capable de dire au prothésiste de lui donner la dimension des dents. Donc, vous voyez qu'ici, l'incisive centrale 11,5 par 9,5. La latérale 10 par 8 et qu'il faut rentrer par exemple la 12 de 1 mm, la 13 également. Par contre, il faut enlever la vestibuloversion de la 21. Tout ça est très calculé et précis et ça nous permet d'avoir des informations extrêmement claires à transmettre au prothésiste et à avoir un projet qui est très précis. Et ça, c'est en connexion avec nos lignes de référence que sont le plan sagittal médian et la ligne bipupillaire. Donc en fait, vous voyez que c'est crescendo, c'est-à-dire qu'on place le terrain de jeu et puis après, en fonction de ça, on va tracer les dents. Et ces dents-là correspondent à des proportions intra- et interdentaires qui finalement respectent le nombre d'or et qui nous permettent d'avoir quelque chose d'harmonieux. Et ça, c'est intelligent. Et cet outil-là, Digital Smile Design, que j'utilise maintenant depuis probablement 7 ans. C'est quelque chose qui nous a changé la vie, parce qu'en fait, on devient prédictible dans la position des dents grâce à cet outil digital-là. Et le prothésiste, ça devient extrêmement facile parce qu'il peut faire son projet facilement. Le DSD, soit dit en passant, on peut l'utiliser pour l'implantologie, pour les facettes, pour l'orthodontie, pour les réhabilitations globales, pour deux centrales, ce que vous voulez, peu importe. C'est juste que ça vous donne le cadre du bon positionnement des dents au niveau antérieur et ça, c'est particulièrement intéressant.
Le prochain cours DSD, d'ailleurs, que j'organise en collaboration avec les docteurs Marie Clément et docteur Gaillard, a lieu à Lyon début juillet 2021. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter. On organise ça toujours avec une énergie certaine parce qu'on est très convaincu de ce protocole-là, de l'intérêt de la photographie et de la communication, et tout ça illustré par un traitement en live par Marie Clément qui, je crois, je suis même sûr d'ailleurs, va traiter un patient avec 8 facettes en direct pour étayer tout ça. Alors, plan sagittal médian, ligne bipupillaire, on a placé le terrain de jeu, on a placé nos dents, très bien, mais vous allez me dire, ok, on a placé les dents, mais quelle forme de dents on va utiliser? Et effectivement, est-ce que ça doit être long, est-ce que ça doit être court? On n'en sait rien. Et pour ça, on utilise un autre outil qui est Visage Smile, qui a été développé par Galip Gurel, que je pense la majorité d'entre vous connaissent. Galip Gurel a développé cet outil-là avec mon ami Paolo Baruccelli, brésilien, et avec l'objectif, c'est de donner une tonalité à un sourire grâce à cette morphologie dentaire qui doit être différente d'un individu à l'autre et qui ne peut être tout le temps la même chose, sinon ça ne fonctionne pas. Et vous voyez que par exemple, dans cet assemblage-là, on a quelque chose qui est intéressant parce qu'on a 4 dents qui sont ce qu'on va appeler très peaceful, c'est-à-dire très détendu, très light sur les lignes de transition et même sur les lignes obliques, les lignes verticales pardon, et horizontales. Par contre, on a des canines qui sont beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus arrondies et plus féminines et qui vont donner une caractéristique effectivement plus féminine à notre patiente et ce qui va être recherché. Donc, vous voyez qu'on a des outils qui nous aident même jusqu'à choisir la forme morphologie des dents. Et cette morphologie des dents-là, elle est choisie en fonction de la morphologie faciale, mais également d'un questionnaire sur le caractère de nos patients. Et ça, c'est quelque chose qui est remarquable et remarqué par nos patients, puisqu'à chaque fois, ils nous font la réflexion que comme si on s'intéressait, entre guillemets, à eux pour une fois. Et c'est vrai qu'on adore cet outil-là, rien que pour ça. Donc, mon prothésiste, une fois que je lui ai transmis, si vous voulez, les lignes de référence, la taille des dents et finalement la morphologie des dents, qu'est-ce qu'il me fait? Eh ben, dans le cas présent, il me fait un wax-up avec les dents que vous pouvez voir ici. Et on va, vous voyez qu'il y a un peu de longueur, donc on va passer ça en mock-up pour vérifier finalement. Alors, ce n'est pas tout le temps en implantologie parce que souvent les dents sont vestibulo-versées, ce qui n'était pas trop le cas ici, mais on voulait absolument vérifier, donc on a passé en mock-up. Le mock-up va avoir la même subtilité que ce wax-up, c'est-à-dire qu'on va venir crayonner la 22 et la 23 qui sont un petit peu longues, comme vous pouvez voir ici. Et ce mock-up a été réalisé avec de la résine bisacryl, ici le Provitemp de Bisico, et qui nous permet de prévisualiser les choses et d'être sûr du résultat. Alors franchement, la photo intrabuccale a peu d'intérêt, puisque ce qui nous intéresse, c'est le cadre facial et visage. Alors c'est un peu compliqué aujourd'hui avec les visages, puisqu'on n'a plus le droit de les montrer, puisque le Conseil de l'Ordre nous le rappelle régulièrement. Alors je suis obligé de cacher le bandeau des yeux, mais je vous donne une certaine tonalité au niveau de la ligne bipupillaire pour vous rendre compte que c'est bien dans le bon esprit, entre guillemets, et que ça fonctionne plutôt bien. Donc une fois qu'on a fait ça, finalement on a écrit, on est en train d'écrire la partition, c'est-à-dire qu'on a placé le terrain de jeu, on a placé les dents, on a choisi la morphologie des dents, donc le prothésiste peut faire son projet sur la partie antérieure, comme vous pouvez voir, on l'a validé au niveau d'un mock-up, très bien. On l'a validé au niveau d'un mock-up, mais finalement il manque quand même une composante qui est terriblement importante. Terriblement importante, c'est la partie occlusion, c'est-à-dire où est-ce qu'on met les dents mandibulaires. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est vraiment important dans le cadre de pérennité de nos résultats et la bonne occlusion. Et quand je dis la bonne occlusion, c'est la bonne occlusion statique et la bonne occlusion dynamique, mais surtout le bon point de départ statique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que si on a une dimension verticale qui est une position de repos pardon, qui n'est pas la bonne et qui est déjà crispée, le patient va casser les céramiques ou la résine, ou peu importe. Donc on doit se positionner dans une position, on va dire, mieux relaxée et qui est articulairement convenable. Et donc pour ça, j'utilise très volontiers la partie neuromusculaire avec la partie TENS et cassette de Myotronics et distribuée en France par la société Visico également. Et ça, j'y trouve un vrai intérêt. Et pour moi qui traite les patients bimaxillaires en implantologie, bah, ça a changé des choses aussi, puisque je n'ai plus de casse sur les prothèses implantaires, qu'elles soient provisoires ou définitives. Et ça, c'est particulièrement intéressant, probablement parce qu'on a retrouvé une bonne position en fait, de la mandibule avec quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Et en plus de ça, c'est relativement simple. Et vous voyez que ça nous donne des écrans en fait, digitaux sur lesquels on vient positionner nos patients. Et ça, c'est top. Donc, ça veut dire que finalement, le prothésiste, il a toutes les informations. Il a le cadre de jeu, la position des dents, la morphologie des dents,
la position de la mandibule, et avec ça, il va décliner son projet prothétique, comme vous pouvez voir, et avec quelque chose qui devient tout à fait cohérent, puisque tout était fait en symbiose en fonction du visage et donc de l'esthétique, mais aussi de la fonction, avec cette partie neuromusculaire qui est particulièrement importante. Donc après, je continue à écrire ma partition, mais qui est ma partition propre d'implantologiste, entre guillemets, avec mon CBCT sur lequel je vais venir matcher mes STL initiaux, puis mes STL de projet. Donc, vous voyez la différence entre le blanc qui est l'initial et le bleu, le projet. Et vous voyez qu'il y a une bascule, hein, quand même une rotation postérieure de la mandibule, avec des dents qui sont un peu plus basses parce qu'on a repositionné la mandibule dans une position probablement plus relâchée. Et ça, à mon avis, c'est d'autant plus pertinent qu'on a eu une patiente qui a eu 2 chirurgies maxillofaciales, comme je vous avais dit, et qui a quelques soucis d'ATM. Une fois que j'ai ces projets-là en fonction de l'os, ben, je vais planifier des implants. C'est du planning implantaire de façon relativement classique, et c'est maintenant, on va dire, que de l'exécution, puisque la partition est écrite. Et honnêtement, sur toute la partie digitale, on fait des cours. Et finalement, pour moi, la partie clone digital et planification, c'est ce qui est le plus important. Et c'est le prochain cours qu'on fait le 11 juin avec une chirurgie live. Mais en fait, elle vient en toute fin de journée parce que comme après, on a les outils pour transférer cette histoire-là, vous pourriez poser les implants à ma place avec la chirurgie guidée, qu'elle soit statique ou dynamique. Vous feriez la même chose que moi. La subtilité en fait du bon planning implantaire, c'est de tracer le terrain de jeu, positionner les dents, choisir la morphologie dentaire, positionner la mandibule, et de là, en fait, avoir la future position des dents, et de là, je positionne mon implant, parce qu'on est bien d'accord qu'un des principes rigoureusement importants de l'implantologie, c'est que la prothèse dirige la partie implantologie. Donc, une fois que vous avez écrit votre partition, parce qu'en fait, vous avez positionné les dents, comme je vous ai dit, positionné l'implant, bah, il faut exécuter la partition que vous avez écrite. Et là, ça devient la gageure, parce que si vous n'êtes pas aidé, ça va être compliqué de reproduire exactement comme vous avez positionné les implants. J'ai commencé les implants, comme tout le monde, entre guillemets, sans chirurgie guidée, et finalement, c'est fastidieux, chronophage, énergivore, avec la sensation finalement d'avoir entre guillemets tout donné, puis finalement c'est à la fin quand vous faites la prothèse définitive vous vous rendez compte que c'est pas exceptionnel et que vous auriez pu mieux faire. Mais comment mieux faire? Et bien avec les outils comme la chirurgie guidée. Vous voyez ici la chirurgie guidée statique avec 2 guides à appui osseux qui nous permettent de bien positionner les implants. Puisqu'en fait, une fois que vous avez extrait les dents, vous allez venir positionner les guides et vous n'avez pas le choix, vous allez passer au travers des tubes pour pouvoir faire les forages et après positionner les implants. Donc, quand vous avez extrait toutes les dents, et vous voyez ici, alors là, je vous avoue que extraire les dents, quand c'est des mobilités comme ça, c'est pas le plus compliqué. Vous faites votre lambeau, vous positionnez les guides comme vous pouvez le voir, très honnêtement. Qu'est-ce que vous allez faire de différent de moi? Rien, strictement rien, puisqu'en fait, vous allez passer au travers des tubes, comme moi j'ai pu le faire, pour bien positionner les implants. Donc, je pourrais même prendre quelqu'un aujourd'hui qui me pose les implants au travers des guides ou avec la navigation, parce que le plus important, c'est le planning, c'est d'écrire la partition. D'où la notion du Litramax ou du One Byte, plus l'association avec le Digital Smile Design, comme je vous expliquais, et éventuellement Visage Smile, qui nous permet d'associer les éléments. Mais cette association One Byte DSD, Digital Smile Design, est vraiment important parce qu'on positionne les dents et après je fais des guides pour positionner les implants en fonction de ces dents et du volume osseux. Donc les implants sont placés au travers, comme vous pouvez voir, du guide. Je suis passé au travers du tube, rien de spectaculaire à ce niveau-là. Et puis après, on va mettre les piliers multi-uniques pour faire la prothèse provisoire, puisqu'on a fait mise en charge immédiate. Empreinte au plâtre avec un protocole qu'on maîtrise plutôt bien. Et surtout, ce truc, qui est le truc qui est astuce, qui fait que ça marche bien au niveau de la relation intermaxillaire. C'est-à-dire qu'on a une résine transparente qui nous permet de nous assurer du bon positionnement du dispositif avant d'enregistrer la position des capuchons. Et ça, c'est quelque chose qui est rigoureusement important. Alors, Philippe, mon prothésiste, vous dira que c'est moi qui l'ai inventé. J'en suis pas persuadé. Je pense que c'est plutôt lui. Peu importe, en tout cas, c'est sujet à des discussions, mais ça nous a considérablement amélioré pour retrouver la position d'occlusion finalement qu'on avait enregistré en neuromusculaire, et c'est ça qui était important à retrouver. Et donc, du coup, le prothésiste peut travailler de façon facile puisque il va exécuter lui aussi sa partition, qui est de réaliser finalement la prothèse provisoire, transvissée, avec ici des dents composites et de la fausse gencive composite, et qu'on va mettre en place avec le sourire de la patiente qui nous paraît plutôt conforme à ce moment-là, et avec quelque chose qui est plutôt a priori bien intégré. On va laisser le temps
d'ostéo-intégration tranquillement. Bon, alors là, je vous avoue que je suis vraiment pas pressé, probablement 8 à 10 mois pour que ça cicatrise correctement. Et puis après, on fera la prothèse définitive. Quelle est la probabilité qu'à la main, je puisse faire le même positionnement implantaire? Très sincèrement, zéro probabilité, notamment les implants angulés en juxta sinusien. C'est impossible. Alors pourquoi je fais ça? Simplement parce qu'en fait, on est dans une situation où il y a eu 2 Lefort, les sinus sont pas fermés du tout, donc c'est compliqué de refaire des sinus à l'intérieur de ça. Donc on prend la décision de faire des angulés, mais des angulés, il faut les faire correctement. Pour les faire correctement sans repère, c'est quand même compliqué. Donc, du coup, c'est ça qui nous intéresse dans la chirurgie guidée, c'est de bien exécuter la partition qu'on a écrite et qu'on a pris du temps à écrire, et ça, c'est particulièrement important. Vous voyez ici donc le résultat après intégration. Donc, on va faire les prothèses définitives avec empreinte au plâtre, clé en plâtre, le protocole classique de nos cours de prothèses implantaires. Et puis ici, on fait un essayage esthétique et fonctionnel pour être sûr de ce qu'on fait. On aime bien revalider, on pourrait presque s'en passer. Et puis, on a du coup une patiente dans son visage, ça tombe plutôt bien, entre guillemets. Et vous voyez ici l'armature qui a été designée en fonction du projet, puisque l'armature ne peut être designée que en fonction du projet. Donc, c'est important de bien finaliser ça pour avoir une réduction homothétique, parce que je vous parlais tout à l'heure que je n'avais plus de cases dans les prothèses. Je l'avais dans mon ancien cabinet à côté de Paris. J'avais des cases de prothèses implantaires totales, provisoires ou définitives, peu importe, mais je pense qu'il y avait 2 raisons à ça. Un, le design d'armature qui n'était pas suffisamment travaillé, et aujourd'hui, Philippe prend vraiment grand soin à ça, et je pense que c'est une des clés. Mais aussi, et la deuxième clé, c'est la partie neuromusculaire qui nous permet d'avoir une mandibule en position relâchée, et donc pas un patient qui est crispé, qui vient serrer, d'autant plus qu'il n'a plus de propriocepteur et qui devient très bruxomane sur cet ensemble-là. Voilà le résultat de Philippe avec une armature titane, fausse gencive composite et dents composite. Pour le haut et le bas, on a fait strictement la même chose. On prend cette décision-là là parce qu'on a des soucis d'ATM pour cette patiente-là. On ne veut pas les sursolliciter. La patiente est redevenue confortable d'ailleurs. Je l'ai revue en contrôle il y a 3 semaines de mémoire, et elle n'a plus du tout de sensibilité ATM, elle est vraiment très confortable. On n'a pas d'usure asymétrique, on pourrait peut-être voir ça, mais pas du tout. Elle est probablement dans sa position à elle, et ça c'est plutôt bien d'avoir pu retrouver ça. Vous voyez ici le degré de finition des prothèses, et quand on parle de chirurgie guidée et de bien positionner finalement le l'implant pour la future prothèse, vous voyez que les émergences sont au niveau des cingulums des 2 centrales, au niveau des 2 canines également, c'est extrêmement bien respecté. Pourquoi? Parce que la chirurgie guidée est là pour nous aider à exécuter la partition qu'on a écrite avant, et de bien la respecter pour qu'à terme, on soit le plus précis possible, le plus homothétique et le plus mécaniquement fiable. Donc, vous voyez ici la partie panoramique finale, avec les 2 prothèses en place, et tout le travail, notamment d'armature, qui est colossal de la part de Philippe, que je remercie évidemment pour ce travail. La prothèse en bouche, avec évidemment la partie hygiène qui est respectée. Le patient doit prendre soin, et c'est des patients qui sont assez faciles, entre guillemets, puisque à 3 ans, vous voyez les résultats ici, on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien, et avec une relativement faible évolution, comme je vous disais, peu d'usure, peu de détérioration du matériau, et le matériau composite est quand même très intéressant pour cette partie-là. Et c'est ça qui nous intéresse. Ce qui fait que si on résume en fait aujourd'hui euh, le traitement, on a une patiente ici, pardon, après la prothèse définitive, on venait de lui mettre la prothèse définitive. On a une patiente qui est à l'aise et qui a retrouvé son sourire, et ça c'est plutôt intéressant, et ça fonctionne plutôt bien, et elle est très confortable, et je répète que ce soit esthétique mais aussi sur son ATM, et ça c'est plutôt important. Finalement, en fait, vous voyez qu'on a parlé d'outils digitaux, et ce qui est important, je pense, c'est de retenir des grandes lignes en fait, de ce schéma-là, et de se dire qu'on doit anticiper le résultat à chaque fois et avant tout traitement. Et le résultat que vous voyez là en vidéo est issu, et surtout pas issu du hasard, j'ai envie de dire, avec tout était paramétré avant. Et aujourd'hui, dans notre protocole du futur édenté complet, on a même un peu progressé depuis cette situation clinique, mais vous voyez que dans les outils digitaux, on va utiliser la partie Digital Smile Design qui est vraiment importante, la partie neuromusculaire qui nous donne aussi la partie digitalisation de l'occlusion, et puis on manipule des fichiers STL et des fichiers DICOM pour obtenir un guide, et on a quelque chose qui est très intéressant parce que
ça nous permet de reproduire nos patients et d'obtenir une satisfaction importante de nos patients. Et ça c'est particulièrement intéressant à voir. Et cette prévisibilité-là, elle est liée au fait qu'on a tout paramétré en fait en digital. Et ça, c'est la prédictibilité, c'est quelque chose qui est important parce que en fait, c'est ce qui rend notre métier plus relax. C'est quand vous ne savez pas jusqu'au bout si votre prothèse va rentrer, si elle va être jolie, si elle va être indexée, si elle va être par rapport aux lignes du visage, etc. Il n'y a rien de plus terrible, je pense. Et que quand on a des protocoles comme ça qui fonctionnent bien, c'est particulièrement intéressant. Et du coup, ça vaut le coup, entre guillemets, de les partager, mais surtout de les appliquer. Et comme je vous disais, en fait, le plus important, c'est collecter les données avec le clone digital. Donc, mon patient en DICOM, STL et JPEG. Une fois que j'ai collecté les données, écrire ma partition. Écrire ma partition avec le placement des lignes, le placement des dents, le choix des dents, la position de la mandibule. Une fois que vous avez ça, vous avez un projet, que ce soit pour des facettes, des implants, comme je vous disais, peu importe. Et après, d'exécuter votre partition, ça devient simple. Pourquoi ça devient simple? Parce que tout est paramétré au départ, et ça, c'est particulièrement intéressant. Voilà, c'était le petit propos que je devais avoir sur les outils digitaux en implantologie. Donc, il y avait 45 minutes, on en est à 42 minutes de présentation, donc on est parfait. Voilà, pour ceux qui veulent poser des questions, on est là évidemment pour la partie chat, questions-réponses. Et pour ceux qui veulent me contacter, vous avez l'adresse mail en bas, contact@renaudnoiret.com, si vous aviez le souhait de me faire un mail à part entière. Voilà, je vais regarder quelques instants s'il y a des questions, s'il y a une conversation. Voilà, alors je vois que certains me connaissent. Effectivement, je ne mets plus de petits filonets dans la partie gencive, puisque je suis un grand détracteur de la résine acrylique pour ce type de restauration. C'est pour ça que j'utilise la résine composite, déjà qui est plus esthétique que les petits fils que vous voyez dans la résine acrylique. Et en plus de ça, je pense que c'est une meilleure durabilité et que c'est beaucoup moins poreux, et les études le montrent, que de la résine acrylique. Donc c'est quand même beaucoup plus tolérant du point de vue biologique, et même s'il n'y a rien qui touche la gencive, mais de façon générale, c'est quand même plus intéressant à mon avis. Voilà, alors, autre question sur l'apport de la chirurgie guidée, c'est exécuter la bonne partition. Alors, par rapport à un guide imprimé, alors peut-être que la question est sur la navigation versus guide imprimé. Alors, moi je pars du principe, alors il y a peut-être deux, ouais, voilà, la question était sur la navigation, donc quand on n'a pas de guide, quand on est guidé par l'écran, c'est comme un système de GPS, je regarde mon écran. Aujourd'hui, pour moi, la navigation, c'est édentement unitaire et partielle systématique, c'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas longtemps, je faisais jusqu'à 140 guides par an. Donc ça fait du volume de guides. Et puis, depuis 2 ans et demi, j'ai la navigation de X-Guide. On a réduit drastiquement les guides. Pourquoi? Parce que la navigation est encore plus facile de mise en œuvre, c'est-à-dire que je ne dépends pas d'un guide, et donc je peux faire ça très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, le temps de faire mon clone digital, de planifier, globalement, il me faut une vingtaine de minutes et je peux faire ma chirurgie immédiatement. Donc, dans l'ergonomie des cabinets aujourd'hui, post-Covid, etc., c'est quand même rigoureusement important. Et ce n'est pas un effet de style que de dire que j'utilise la navigation, parce que c'est un vrai truc du quotidien. Je crois que je suis presque à 250 chirurgies avec la navigation. Donc, c'est un outil que je maîtrise bien. Et comme je vous disais, unitaire et partiel, navigation sans hésiter, avec ou sans extraction. Par contre, les édentés complets, anciens, je reste en chirurgie guidée statique. Et les futurs, quand il reste des dents, si je peux mettre un clic, je fais navigation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est top. La navigation, c'est vraiment top. Alors, c'est un autre sujet, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui est passionnant. Alors, j'ai une autre question sur les matériaux prothétiques privilégiés pour les bimaxillaires. Excellente question, parce que je pense que c'est aussi ce qui fait la longévité de nos restaurations. Quand je suis dans les conditions idéales, c'est pas de problématique d'ATM et c'est patient non bruxomal. Voilà.
Alors, patient bruxomane, comme on l'enregistre en neuromusculaire, j'ai l'impression que je le fais disparaître un peu sur ses mauvaises habitudes, mais quand même. Donc, quand on est en patient idéal, je vais faire zircone céramique sur la partie maxillaire pour le rendu vraiment très esthétique et intéressant. Et par contre, en bas, titane composite, comme ça me permet d'avoir un rupteur et j'ai de l'usure sur la partie basse. Et voilà. Alors, quand après, j'ai des patients qui sont bruxomanes ou de douleur ATM, je fais plutôt titane composite sur les deux arcades pour de l'usure et amener de l'amortisseur en fait là-dessus. Et le bruxomane, je préfère qu'il use les dents en composite qu'il me casse de la céramique. Voilà. Voilà pour la chose. Alors, autre question sur le DSD. Merci pour ces questions. Alors, le DSD, non, il ne faut pas acheter un programme spécial. Le Digital Smile Design, en fait, nous, on vous enseigne la méthodologie, comme je disais tout à l'heure, avec un keynote de Mac ou PowerPoint de PC, ce que vous avez. Et en fait, ce qu'on vous enseigne, c'est la méthodologie. Nous, notre objectif, finalement, en fait, c'est de vous rendre autonome. On n'a rien à vous vendre ou quoi que ce soit. Il y a juste la formation de 3 jours. Vous passez 3 jours avec nous à apprendre à faire les bonnes photos. Alors, de belles photos et les bonnes photos, la méthodologie DSD et tout ce qu'on peut faire avec. On vous montre vraiment tout ce qu'on peut faire avec. On vous démontre ça même par un live. Et après, vous êtes autonome. En fait. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, certains me demandent de temps en temps